Bonjour et bienvenue dans le Synthèse. Aujourd'hui, dans cette heure et demie de cours, nous allons voir quelques aspects de la chimie verte, de l'innovation et du développement durable. Vous trouverez le PDF sur Dokeos et sur eCampus. N'hésitez pas à m'écrire par mail si vous avez des questions. Quels sont les objectifs de ce cours ? Être un scientifique innovant aujourd'hui, c'est maîtriser ses outils, ses connaissances scientifiques, mais aussi regarder les impacts futurs sur l'humain et sur la planète, pour pouvoir bien entendu bien développer son innovation. À travers des notions de chimie verte, d'innovation dans un cas particulier de la production de plastique et de développement durable, nous réfléchirons à différentes problématiques, à des articulations, peser le pour et le contre de certaines innovations, des conséquences, et nous réfléchirons en utilisant notre esprit critique et les connaissances scientifiques, bien entendu, que vous avez acquises l'année dernière en première année de licence, et puis cette année en deuxième année en chimie dans l'UE synthèse. Alors le plan du cours va s'articuler en 3 parties. Une première partie qui va consister à expliquer la définition de la chimie verte. Nous étudierons quels sont les 12 principes de la chimie verte et nous regarderons un peu plus en détail 3 d'entre eux, l'économie d'atomes, la catalyse et les réactifs verts. Par la suite, nous continuerons avec l'éco-responsabilité et l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'éco-responsabilité ? Nous étudierons le cas de la production mondiale de plastique aujourd'hui. Pourquoi est-ce un problème environnemental ? Et est-ce qu'il existe des alternatives, comme par exemple le recyclage, ou bien la synthèse de plastique biodégradable, biocompatible et pourquoi pas compostable. Enfin, nous terminerons avec la définition du développement durable et nous regarderons la carte des articulations avec quelques exemples. Alors tout d'abord, faisons une petite introduction sur l'industrie chimique. Qu'est-ce que c'est l'industrie chimique aujourd'hui et quelle est son histoire ? L'industrie chimique, elle est très liée à l'histoire du pétrole, puisque c'est grâce au pétrole qu'elle a connu un grand essor à partir de 1950. En France, l'industrie chimique représente le 3e exportateur mondial de produits chimiques et pharmaceutiques. Il existe 4 secteurs d'activité dans l'industrie chimique qui dépendent en fait du niveau de complexité des molécules qui sont synthétisées. Le premier secteur est la chimie lourde, qui consiste en l'extraction de molécules de base, qui peuvent être soit de la chimie organique, des molécules composées de carbone et d'hydrogène, ou bien de la chimie minérale, d'autres molécules, comme par exemple la soude ou bien l'ammoniac. Le deuxième secteur de l'industrie chimique est la chimie fine. Elle consiste beaucoup plus à un niveau d'élaboration plus élevé. On recherche à synthétiser des molécules avec différentes voies de synthèse en 1, 2, voire 3 étapes. Il s'agit par exemple de tous les colorants et tous les additifs que l'on va utiliser en agroalimentaire ou en cosmétique. La parachimie, quant à elle, consiste plutôt en la formulation de mélanges de molécules qui ont été synthétisées en chimie fine. On y retrouve par exemple l'industrie des peintures, la science des mélanges, mais également tout ce qui est cosmétique. Alors bien entendu, certaines entreprises, certaines industries ont plusieurs pôles, pôle chimie fine, pôle parachimie, et peuvent utiliser les deux secteurs. Par exemple, une entreprise comme L'Oréal va avoir certains laboratoires qui vont consister à l'élaboration de nouvelles molécules, donc la synthèse de nouveaux principes actifs, qui vont ensuite être mélangés dans le pôle de parachimie. Enfin, dernier secteur d'activité de l'industrie chimique, la pharmaceutique, qui consiste tout simplement en la synthèse de molécules très complexes, en 4, 5, voire 15 étapes, pour la santé et la médecine. Avant 1950, l'industrie chimique consistait beaucoup plus en la modification chimique de produits exclusivement naturels. Alors vous connaissez certainement un tas de molécules naturelles, comme par exemple l'ADN, ou bien l'amidon, de latex, qui est issu de la saignée des écorces de l'EVA. On retrouve aussi certains colorants naturels, les principes actifs, des arômes, qui sont des produits qui étaient avant 1950 utilisés, extraits tels quels dans la nature, pour être utilisés pour leurs bienfaits naturels ou pour être ensuite modifiés.
C'est seulement à partir de 1820-1850 que l'on observe cette fois-ci la modification chimique de produits naturels pour obtenir de nouveaux matériaux, notamment des matériaux plastiques intéressants. Thomas Hancock et les frères Goodyear ont par exemple inventé la mastication du caoutchouc, c'est-à-dire mélanger le latex de l'arbre de l'hévéa, casser les chaînes que sont constitués tous les petits polyisoprènes que constitue le latex pour obtenir un nouveau matériau après addition de soufre. En effet, le latex qui est issu de l'arbre est plutôt un mélange qui est laiteux, qui est liquide, qui est gluant, qui est plutôt collant, et on ne peut pas faire de chimie des matériaux avec. En ajoutant du soufre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va justement obtenir des réticulations, c'est-à-dire des ponts entre les chaînes de polymères de ce latex, et on va obtenir un nouveau matériau qui cette fois-ci est élastique, mais qui est aussi non collant et qui a vraiment des propriétés beaucoup plus intéressantes du caoutchouc que l'on connaît. En rajoutant encore plus de soufre, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient tout simplement des objets en ébonite, en vulcanite. Qu'est-ce que c'est l'ébonite ou la vulcanite? Ce sont tout simplement un matériau qui est aussi rigide que le bois, que l'on peut tailler comme du bois, et qui est un matériau qui est très résistant. Par la suite, la science des matériaux se développe. On peut citer notamment l'invention de la nitrocellulose ou nitrate de cellulose. Qu'est-ce que c'est que la nitrate de cellulose? Eh bien c'est tout simplement la modification chimique de la cellulose. Lorsque vous regardez la molécule qui est à gauche, les celluloses contient normalement des fonctions alcool sur chacune des unités de répétition de la cellulose. Lorsque l'on ajoute de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique sur cette cellulose, on obtient une nitration de ces fonctions alcool, et on obtient différents types de composés, mononitrate, dinitrate ou trinitrate. Ces différents nitrates de cellulose peuvent être utilisés dans différentes applications qui vont tout simplement de l'explosif, le fumicoton, au film cinématographique que l'on connaît d'avant 1950. Et cela va dépendre uniquement de la nitration de cette cellulose, plus ou moins forte, pour obtenir des mononitrates ou des trinitrates. En 1870, les frères Hayat ont inventé le celluloïd, qui est aussi un dérivé du nitrate de cellulose, puisqu'il s'agit de la première matière plastique. Il s'agit de nitrate de cellulose qui est mélangé avec du camphre pour obtenir un nouveau matériau que vous connaissez bien, puisque avant les années 2000, il s'agissait tout simplement des matériaux utilisés pour les balles de ping-pong. En 1892, eh bien, c'est justement le début de l'industrie textile avec l'invention de la viscose qui est également un produit issu du nitrate de cellulose et qui ressemble en fait à de la soie, mais bien sûr avec un intérêt économique beaucoup plus intéressant que la soie. Alors l'histoire du pétrole justement n'a pas commencé en 1950, mais bien avant. L'usage de pétrole en fait remonte à l'Antiquité. On décrit déjà chez les Égyptiens l'utilisation d'affleurements naturels de pétrole pour l'utilisation en pharmaceutique, mais aussi pour tout ce qui est étanchéité de la coque des bateaux. À partir de 1855, c'est en Pennsylvanie que les premiers forages et la conception d'un forage industriel a été faite pour la première fois. En 1857, c'est la première raffinerie qui produit pour l'éclairage public de Bucarest jusqu'à 1000 lampes allumées dans la ville. Alors, il s'agit en fait tout simplement des premiers procédés de distillation, c'est-à-dire que le pétrole qui affleure à la surface est récupéré, on distille ensuite ce pétrole et on obtient différents produits liquides qui sont utilisés tout simplement comme lampe à pétrole. Par la suite, en 1858, on observe les premiers forages pétroliers en Allemagne. En 1859, les premiers barils, 274 tonnes produites aux États-Unis. Et en 1862, 3 millions de barils sont produits, soit l'équivalent d'énormément de barils en seulement 3 ans d'écart à partir de 1859. Aujourd'hui, à titre de comparaison, on est en 2007 à 83 millions de barils produits. Alors pourquoi le pétrole a tant de succès?
Eh bien tout simplement parce que le pétrole, depuis 1950, c'est la première source d'énergie dans le monde. Alors pourquoi c'est la première source d'énergie dans le monde? Eh bien tout simplement parce que c'est une ressource qui a une densité énergétique très importante, c'est-à-dire que pour un même volume de pétrole ou de bois, on arrive à former beaucoup plus d'énergie avec du pétrole que pour du bois ou pour du charbon par exemple. Le pétrole, c'est une source qui apporte beaucoup d'énergie et surtout qui permet d'avoir une combustion qui est très propre. Effectivement, le pétrole est constitué uniquement de composés organiques, composés principalement de molécules de carbone et composés de carbone et d'hydrogène, et cette combustion, eh bien, elle est très très propre puisqu'elle ne produit que du CO2 et de l'eau. Alors, le pétrole brut, en fait, il contient d'autres composés que seulement des molécules organiques. Il contient également des atomes d'azote, d'oxygène ou de soufre. Et bien entendu, on peut en discuter plus tard, la combustion aujourd'hui des carburants n'est pas tout à fait propre, puisqu'on ajoute énormément d'additifs qui, eux, se dégradent lors de la combustion et peuvent laisser des résidus et créer une pollution. Le fait est que le pétrole, c'est quand même une énergie qui est très 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 intéressante. Alors ce pétrole, on en parle beaucoup comme une ressource qui est naturelle mais qui est non renouvelable. En fait, oui, elle est bien renouvelable, mais seulement sur une échelle humaine. Il est très 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 difficile de la synthétiser. Alors comment on fait du pétrole? Alors pour faire du pétrole, il faut plusieurs composés, de la matière organique, donc simplement des bactéries, des algues, des végétaux, qui se déposent par exemple au fond d'un lac ou au fond de la mer et qui se mélangent à des sédiments, c'est-à-dire des composés minéraux. On obtient alors une espèce de boue qui va ensuite subir différents phénomènes géologiques, dont le phénomène de subsidence. La subsidence est en fait un affaissement lent de la croûte terrestre vers tout simplement des couches beaucoup plus basses, donc on va avoir un enfouissement de ces sédiments avec la matière organique et on va avoir plusieurs phénomènes dont des réactions chimiques qui vont se produire. Alors ces matières organiques, qu'est-ce qu'elles vont subir? Et bien tout d'abord, elles vont subir le phénomène de chirogène, c'est-à-dire l'enfouissement et le début de ces réactions chimiques qui vont se produire. Pour que cela se passe, il va falloir tout simplement une coïncidence de différentes couches particulières géologiques. Il va falloir que l'on ait une roche-mère, une roche réservoir et une roche couverture. La roche-mère va être celle qui va générer les hydrocarbures à haute température et à haute pression, de 60 à 200 degrés, c'est-à-dire que c'est elle qui va contenir ces sédiments, ces matières organiques. En s'enfouissant dans la Terre, la température va s'élever, la pression aussi, et on va avoir un début de réaction chimique. Il va nous falloir également une roche réservoir, poreuse et perméable, qui va nous permettre d'avoir effectivement une migration, et donc une migration de cette poche pour avoir de plus en plus de réactions chimiques. Et enfin, une roche couverture qui va nous permettre de bloquer la poche dans le sol, et donc va servir de piège qui va empêcher du coup cette poche de remonter. Lorsque cette poche subit toutes ces réactions chimiques à haute température et à haute pression, différents phénomènes vont se produire et on va ainsi produire différents composés organiques, composés de carbone et d'hydrogène, avec des tailles de molécules assez différentes. Et on va observer, en fonction des couches géologiques utilisées, tout simplement des pétroles bruts qui vont être constitués de différentes quantités de matière. Lorsque l'on trouve aujourd'hui sur Terre différentes poches de pétrole brut, on est très souvent donc lié à une histoire géologique particulière avec énormément de mouvements de tectonique des plaques et bien entendu, pour que ce pétrole soit constitué d'une bonne qualité de molécules, c'est-à-dire une bonne quantité de molécules qui nous permettent de l'utiliser en tant qu'énergie, il nous faut la réunion de tous ces paramètres, donc comme on l'a vu, les roches qui vont bien dans l'aspect géologique, mais également le temps pour former ces réactions chimiques, et puis bien entendu, au départ, des molécules organiques qui vont se mêler aux sédiments
pour obtenir eh bien, du coup, de plus en plus de matériaux et de molécules carbonées intéressantes. Alors la raffinerie pétrolière, en quoi consiste-t-elle, elle? Eh bien la raffinerie pétrolière, elle consiste en justement l'extraction de ce pétrole brut, donc de cette poche, et eh bien tout simplement la séparation des différentes molécules qui nous intéressent. Alors vous voyez ici un schéma de la raffinerie pétrolière. Dans un premier temps, on a le stockage de pétrole brut, que vous retrouvez dans le petit cylindre à gauche en noir. Ce pétrole brut, dans un premier temps, il va être envoyé dans un four de distillation. Alors vous connaissez le principe de la distillation. Le principe de la distillation, il est tout simple. C'est la séparation de différentes molécules, carbonées ou non d'ailleurs, juste selon le principe que ces molécules ont des températures d'ébullition différentes. Notre pétrole brut arrive dans le four de distillation et dans la tour de distillation atmosphérique, donc à pression atmosphérique, on va appliquer des températures différentes, des plus faibles, 20 degrés, jusqu'à 550 degrés. En fonction de la température d'ébullition des différents composés du pétrole brut, on va pouvoir les séparer. À 20 degrés, on va avoir donc ébullition de tout ce qui est toutes petites molécules, tout simplement les gaz que vous connaissez, comme par exemple le gaz de ville, le propane ou le butane. Un petit peu plus lourd, avec un petit peu plus de carbone, et donc avec une température d'ébullition un petit peu plus élevée, on va retrouver les essences lourdes, comme par exemple certains carburants. À partir de 180 degrés, on va retrouver des molécules qui sont constituées de 8 à 10 carbone. À 250 degrés, on va retrouver le kérosène qui est le carburant des avions. Et puis à partir de 360 degrés, entre 10 carbone et 19 carbone, on va retrouver le gazole. Encore plus haut, les fuels lourds, et puis tout à la fin, avec une température d'ébullition très très élevée, voire même pas de température d'ébullition, on va retrouver le bitume. En sortant de la raffinerie pétrolière, on obtient donc une grande diversité de produits, et l'on va pouvoir déjà envoyer ces différents produits dans d'autres industries, comme par exemple le propane, le butane, les gaz de ville que l'on connaît. On va envoyer également eh bien, tout simplement les carburants. Et puis pour tout ce qui est par exemple fuel domestique et bitume, on va pouvoir garder les dernières fractions. Alors, en sortant de la raffinerie pétrolière, on a aussi une fraction qui va être très très intéressante pour nous, qui est la fraction qui va être utilisée en pétrochimie, le naphtha, qui est constitué en fait des fractions entre 4 carbone et 8 carbone, et grâce auxquelles on va pouvoir commencer à faire de la synthèse chimique. Alors les produits du naphtha justement, quels sont-ils? Donc on a dit les produits du naphtha, c'est la fraction entre 4 carbone et 8 carbone. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le naphtha? Eh bien, toutes les molécules que vous pouvez imaginer entre 4 carbone et 8 carbone. Alors, à partir du naphtha, on peut obtenir du benzène, du toluène, du xylène, donc ce sont les molécules que vous connaissez avec un noyau aromatique. On va trouver aussi le propylène, l'éthylène, le butane et le butène. C'est un bon exercice ici de nomenclature. On peut s'amuser du coup à retrouver la structure chimique du propylène, de l'éthylène, butane, butène. À partir de ces molécules dans les crasses grises, on va commencer à faire un petit peu de synthèse. On va faire de la modification chimique, tout ça toujours dans la raffinerie pétrolière, et là on va commencer à avoir des molécules un petit peu plus complexes, comme par exemple le benzène, le cumène, le phénol, l'acétone, le styrène, etc. etc., etc. À partir, donc, comme vous le voyez ici, d'une fraction BTX du propylène, de l'éthylène et du butane, on va multiplier les voies de synthèse et obtenir une grande variété de produits. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est pas bien sûr de connaître toutes les voies de synthèse pour obtenir tous les produits possibles et imaginables, bien sûr, c'est pas le but. Par contre, regardez bien le nombre de flèches qui nous permettent d'obtenir un produit fini qui est déjà beaucoup plus intéressant pour nous. Alors si je prends par exemple complètement à gauche le polyéthylène terephthalate, c'est-à-dire le PET, le plastique qui est contenu dans nos bouteilles d'eau, et bien ce PET, il est issu du naphtha, issu lui-même de la raffinerie pétrolière, en 1, 2, 3, 4 étapes seulement.
Ce plastique est donc produit à partir de seulement 4 étapes, et donc c'est normal qu'on le trouve avec des prix dérisoires, puisqu'il est très facilement produit à partir du pétrole. Un autre exemple, si vous voulez, le polystyrène, que vous voyez tout en bas. Le polystyrène, tout en bas, eh bien, il est produit à partir du naphta en 1, 2, 3, 4, en 5 étapes. On en produit aujourd'hui seulement à 1,32 $ le kilo, ce qui est une somme dérisoire. Alors bien entendu, la raffinerie pétrolière, ça a quand même, comme vous pouvez le voir, un grand atout. C'est-à-dire que le pétrole, aujourd'hui, c'est d'abord une source énergétique avec une densité énergétique très importante, mais le pétrole, c'est aussi magique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on peut obtenir une grande variété de produits. On l'a vu juste avant, seulement en séparant le pétrole brut, mais également en synthétisant des molécules très simples et très utiles, avec très peu d'étapes de synthèse et avec des prix dérisoires. Il va être très difficile de se séparer de ce pétrole et bien entendu de le remplacer avec des ressources naturelles aussi intéressantes économiquement et faciles à exploiter que le pétrole. Alors, ceci étant dit pour l'histoire du pétrole, on va revenir un petit peu sur l'histoire de l'industrie chimique et comment on en est venu à se poser la question. Aujourd'hui, l'industrie chimique pose des problèmes humains, des problèmes qui peuvent être de l'ordre de la société et des problèmes environnementaux. Donc on va un petit peu discuter de cette histoire. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, quand on a commencé donc à s'intéresser à la synthèse de nouvelles molécules, avant 1950, on s'intéressait donc à leur synthèse à partir de produits qui étaient extraits de la nature. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'à partir du pétrole, et donc à partir de la fraction naphta, on pouvait avoir une grande quantité de molécules très simples que l'on pouvait modifier pour obtenir exactement à façon des molécules que l'on ne connaissait que de manière naturelle. Et donc un potentiel énorme, puisqu'on a pu commencer à imaginer que voilà, on pouvait synthétiser des principes actifs pour la pharmaceutique et tout un tas d'autres produits qui seraient très intéressants, avec bien entendu une production importante en termes de tonnage, et bien entendu avec tout un tas d'implications, une grande diversité d'applications. Alors à l'époque, quand on voulait synthétiser un médicament, et ben, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait donc une molécule simple issue du naphta, et donc on la modifiait chimiquement en 3-4 étapes pour obtenir des molécules intéressantes avec des propriétés actives intéressantes, donc, par exemple avec des propriétés médicinales. Il faut imaginer qu'à l'époque, on n'avait pas encore tout le savoir sur la synthèse chimique d'aujourd'hui. Typiquement, on ne savait pas par exemple séparer deux molécules énantiomères. Est-ce que vous vous souvenez d'un enantiomère ? Alors énantiomère, c'est tout simplement deux molécules différentes. Pour passer de l'une à l'autre, on est obligé de casser des liaisons, et ces deux molécules différentes constituent un mélange que l'on appelle le mélange racémique. Et ces deux énantiomères, eh bien leur différence, ça peut être uniquement la configuration absolue, par exemple d'un centre stérogène que peut être un carbone. Alors si vous regardez par exemple les deux molécules que vous avez sur cette diapositive, le R-thalidomide et le S-thalidomide, ce sont deux énantiomères. L'un fait bouger la lumière polarisée vers la gauche, l'autre vers la droite. Et comme vous pouvez le voir ici, ils constituent tous les deux un mélange racémique. À l'époque, lorsque l'on synthétisait des molécules, comme par exemple le thalidomide, on ne savait pas séparer des énantiomères. Donc lorsque l'on commençait à produire un médicament avec des propriétés intéressantes, eh bien on ne savait pas que l'une des molécules protégeait par exemple des nausées, donc avait un principe actif intéressant, alors que l'autre énantiomère, contenu dans le mélange racémique, eh bien, avait malheureusement des effets secondaires très importants, des effets par exemple ici tératogènes. C'est donc un insecticide qui a été synthétisé et utilisé contre le paludisme. Alors à l'époque c'était révolutionnaire,
puisque c'était un produit qui avait toutes les qualités. En effet, c'est un produit qui était très très efficace contre les insectes, contre les moustiques, et en plus c'était un produit qui était très très résistant. Donc il était possible, en théorie, d'en utiliser très très peu. Le problème de cette molécule, du DDT, eh bien c'est tout simplement que c'est une molécule qui est tellement résistante que l'on a continué à trouver une forte concentration de ce DDT sur différentes terres agricoles et que l'on a complètement pollué certains environnements. Alors par la suite, on a eu d'autres problèmes, comme par exemple différents accidents industriels, comme par exemple Seveso en Italie en 1973, Bhopal en Inde en 1984, et puis AZF à Toulouse en 2001, qui ont permis d'avoir une certaine prise de conscience par rapport aux problématiques de l'industrie chimique et de la synthèse de nouvelles molécules chimiques. Alors en 1972, justement, un premier sommet des Nations Unies sur l'homme et sur l'environnement à Stockholm a permis de commencer à discuter sur les impacts des activités humaines sur l'environnement. S'en est suivi ensuite une consultation internationale en 1987, une commission mondiale sur l'environnement et sur le développement qui a publié un rapport sur justement les effets du développement durable et comment justement prendre en compte les paramètres du développement durable. Et puis en 1990, ce sont les États-Unis qui adoptent les premiers une loi de prévention de la pollution qui marque en fait un réel changement puisque elle permet en fait d'inciter les entreprises à prendre en compte les impacts des industries chimiques sur l'environnement. En 1991, c'est une agence américaine pour la protection de l'environnement qui lance une initiative sur la recherche en chimie verte en proposant une définition. La chimie verte a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses, toxicologiques ou globales. Alors, qu'est-ce que cette chimie verte ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble avec les 12 principes. Alors, la chimie verte, c'est une définition qui a été développée par Anastas et Harner et qui a permis justement de pointer différents aspects précis pour que les industries chimiques puissent s'y retrouver. Alors quels principes on pourrait proposer ? Bien, selon la définition qu'on vient d'énoncer, il s'agit par exemple de l'utilisation de produits qui sont beaucoup moins toxiques. On pourrait imaginer dans ces 12 principes également la protection de l'environnement en tant que tel, c'est-à-dire par exemple le retraitement des déchets. En fait, la définition de cette chimie verte en 12 principes, elle est beaucoup plus complète que ça. Alors, premier principe, la prévention. On va retrouver également l'économie d'atomes, c'est ce qu'on va voir ensuite, la synthèse, les synthèses chimiques beaucoup moins nocives, la conception de produits chimiques plus sécuritaires, l'utilisation de solvants et d'auxiliaires plus sécuritaires également, si c'est possible, l'amélioration du rendement énergétique, l'utilisation de matières premières renouvelables, la réduction de la quantité de produits dérivés, la catalyse, la conception de substances non persistantes, comme le DDT dont on a parlé tout à l'heure, l'analyse en temps réel de la lutte contre la pollution, et enfin la chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir les accidents. Alors le détail de ces 12 principes, vous les retrouvez sur les slides juste après. Voilà. Nous allons discuter un petit peu plus en détail de certains de ces principes. Alors, un principe intéressant, c'est le numéro 2, l'économie d'atomes. Alors qu'est-ce que l'économie d'atomes ? L'économie d'atomes, en fait, elle permet de réduire la quantité de résidus produits lors d'une synthèse. Lorsque vous réalisez une synthèse chimique, imaginons que par exemple, on mélange un produit A et un produit B pour donner un produit C et un produit D, et que seul le produit C vous intéresse, eh bien on va considérer que le produit D est un produit qui ne vous intéresse pas et donc qui est un déchet. Ces déchets, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement les jeter, les brûler, les envoyer dans une usine qui va retraiter ces déchets.
Et donc tous ces atomes de la molécule D ne seront donc pas utilisés, donc vous allez malheureusement gaspiller cette molécule D puisque vous ne pouvez rien en faire. Alors le principe de l'économie d'atomes, c'est quoi? C'est justement, lors des synthèses à multi-étapes, parfois 1, 2, 3, 4 étapes en pharmaceutique par exemple, eh bien c'est de choisir les voies de synthèse beaucoup mieux pour obtenir uniquement des synthèses avec des étapes qui sont justement plus économes en atomes, c'est-à-dire qui ne gaspillent moins de molécules D, si possible qui ne produisent pas de déchets, de molécules D qui ne vous intéressent pas. Alors, quelques exemples. L'exemple par exemple d'un réarrangement, si vous prenez par exemple la réaction de transposition de Beckmann, eh bien on transforme l'oxyme que vous voyez à gauche en l'amide que vous retrouvez à droite. On a une molécule A qui se transforme en une molécule B, et donc on n'a absolument aucun produit secondaire, aucun déchet qui va être produit lors de cette synthèse. On va utiliser tous les atomes, et donc cette synthèse est très économe en atomes. Autre exemple, l'exemple des additions, la réaction de Diels-Alder ou la condensation aldolique. Si vous prenez la première synthèse, on a une molécule A, une molécule B, qui réagissent entre elles pour faire une addition et pour former une seule molécule qui vous intéresse. La réaction de condensation aldolique que vous voyez juste en dessous, même chose, vous faites réagir 3 composés ensemble et vous obtenez une molécule, un aldol, qui est intéressant. Alors cette économie d'atomes, eh bien entendu, elle est difficile à obtenir pour certaines synthèses, et donc ce qui est apparu à l'époque vers 1991 et les années 2000, eh bien c'est tout simplement l'utilisation de certains calculs pour montrer, lors de nouvelles synthèses chimiques qui ont été trouvées, que certaines synthèses étaient plus économes en atomes que d'autres. Alors, on appelle ça l'utilisation atomique. Cela a été inventé par Trost dans un article de Science de 91. Et en quoi consiste cette utilisation atomique? Eh bien à faire un petit calcul. Un calcul qui consiste à tout simplement la masse du produit désiré sur la somme de tous les produits que vous avez utilisés pour obtenir eh bien, un chiffre en pourcentage qui vous permet de dire, eh bien voilà, l'utilisation atomique de telle synthèse est de 50% ou de 70% ou de 80%, et donc cette synthèse est plus économe en atomes qu'une autre, et donc elle est plus intéressante si vous voulez ensuite l'utiliser dans une industrie chimique. Alors je prends par exemple cette réaction, la réaction de déhydrohalogénation du 2-bromométhylpropane par l'éthanolate de sodium. Nous avons 2 composés, 2 réactifs de départ, un composé A, un composé B, et l'on obtient 2 produits à la fin de la synthèse. Un produit qui est désiré, et puis deux produits qui sont indésirables. Alors le produit désiré qui est encadré là à gauche, le méthylpropène, lui a une masse qui est relativement faible. Si vous faites la somme des 2 masses des produits indésirables, que sont en l'occurrence le bromure de sodium et l'éthanol. Alors si j'essaye d'appliquer ce petit calcul d'utilisation atomique, eh bien on va prendre la masse du méthylpropène, donc la molécule qui est désirée, et on va diviser par la somme du méthylpropène plus la masse de l'éthanol plus la masse du bromure de sodium. Et on va obtenir 0,27, ce qui correspond à un pourcentage de 27% en utilisation atomique. Ici, cette synthèse, c'était pas très compliqué de le voir, mais on se rend bien compte avec ce calcul qu'elle est très peu économe en atomes, puisque seulement 27% en masse des atomes de réactifs ont été incorporés dans le produit qui nous intéresse. Donc c'est très très peu. Si je prends ici le réarrangement de Baeyer-Villiger, une transformation d'une cétone en ester, on a 2 produits, un produit A, un produit B, 2 réactifs qui réagissent ensemble pour donner un produit désiré, l'ester, et puis un produit indésirable que vous voyez ici. Alors je vous ai mis en détail les masses des produits. Alors quelle est l'utilisation atomique ici de cette synthèse? Il suffit de prendre la masse du produit désiré, donc la masse de l'ester,
qui est de 142, de la diviser par la somme du produit désiré plus le produit indésirable, et on va obtenir un pourcentage. Alors 142 divisé par 142 plus 171, on va obtenir 0,45, ce qui est en fait une utilisation atomique de seulement 45%, donc on utilise un petit peu moins de la moitié des atomes de cette synthèse, donc ce qui est relativement peu et ce qui est clairement améliorable. Par la suite, Sheldon, donc un autre laboratoire de recherche, a décrit une autre méthode de calcul qui est très semblable à celle de l'utilisation atomique. C'est le calcul du facteur E. Alors le facteur E, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme le rapport massique déchet sur produit désiré. Donc ça correspond en l'occurrence à 1 moins l'utilisation atomique sur l'utilisation atomique. Le facteur E de la réaction précédente, donc, elle est seulement de 1,2, c'est-à-dire qu'il y a 1,2 fois plus de déchets en masse qui sont produits que de produits désirés, donc on produit plus malheureusement de déchets que de produits désirés. Alors c'est une autre façon de calculer et ça vous montre à quel point une synthèse peut produire plus de déchets que de produits désirés. Alors pour vous illustrer un petit peu ce facteur E, j'ai choisi de vous montrer différents calculs par rapport à différents secteurs de l'industrie chimique. Alors vous retrouvez ici dans le tableau, eh bien tout simplement la chimie lourde, la chimie fine et l'industrie pharmaceutique. Dans la première colonne, le tonnage annuel, donc la production annuelle de ces différents secteurs, et l'on retrouve bien, tout simplement les valeurs de facteur E en fonction de cette chimie lourde, chimie fine ou chimie pharmaceutique. Alors comme on l'a vu en introduction, la chimie lourde, c'est celle qui consiste uniquement à extraire des molécules très simples, et donc il y a très peu de synthèse en chimie lourde. Donc le facteur E varie de 1 à 5, c'est-à-dire que l'on va avoir parfois autant de déchets dans l'extraction que du produit désiré, voire beaucoup plus de déchets pendant l'extraction que de produits désirés. En chimie fine, où on va commencer du coup à faire beaucoup plus d'étapes de synthèse pour obtenir par exemple des colorants ou des additifs, et bien là cette fois-ci on va avoir un facteur E qui passe de 5 à 50 en fonction du nombre d'étapes. Et enfin, dernier secteur, l'industrie chimique, avec un tonnage qui est beaucoup plus faible que les deux autres secteurs, qui elle va avoir un facteur E de 25 à 100, c'est-à-dire que l'on va produire 100 fois plus de déchets que de produits désirés, ce qui est énorme. Autre principe que l'on va voir un petit peu en détail, le principe de la catalyse. Alors la catalyse, en synthèse organique, c'est vraiment un pilier, je dirais même un pilier de la chimie verte, mais un pilier de la chimie organique tout court. Aujourd'hui dans l'industrie chimique, il est très difficile de faire de la synthèse de nouvelles molécules en chimie organique sans passer par de la catalyse. Alors la catalyse, elle joue un rôle central dans la chimie moderne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a deux rôles. Le premier rôle, c'est d'augmenter la réactivité d'une réaction, et le deuxième rôle, c'est parfois, quand c'est possible, d'augmenter la sélectivité d'une réaction. Alors qu'est-ce qu'on entend par augmenter la réactivité d'une réaction? Vous connaissez un petit peu ce que c'est qu'un catalyseur, vous savez un petit peu comment ça marche. Un catalyseur, c'est un produit que l'on va ajouter dans une réaction et qui va parfois accélérer une réaction. Lorsqu'elle accélère cette réaction, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien tout simplement, elle va réduire le temps de la réaction. Lorsqu'une synthèse va être effectuée pendant 2 heures, et bien avec un catalyseur, on va la réduire par exemple par 2 et on va avoir une réaction qui est terminée au bout d'1 heure. Donc ça c'est un premier avantage, c'est qu'on va avoir moins d'énergie consommée, moins de temps consommé, et donc on va forcément économiser de l'énergie, et donc ça aura forcément un bénéfice d'un point de vue économique et environnemental. Autre possibilité, le catalyseur peut permettre aussi d'avoir une meilleure sélectivité, c'est-à-dire qu'une réaction peut se faire uniquement par exemple en présence d'un catalyseur, voire même favoriser un produit plutôt qu'un autre, le produit désiré plutôt que le produit indésirable, et donc cela permet d'avoir un rendement bien meilleur, donc beaucoup plus de produits désirés. Si on a plus de produits désirés, eh bien on a moins de déchets, donc un vrai impact environnemental, et cela permet également
de diminuer la quantité de réactifs de départ utilisés, puisqu'on sait qu'à la fin, on aura plus de produits désirés que l'on ne pensait. Alors la catalyse, quelques exemples. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'époxydation. Alors l'époxydation sélective et nantiosélective, c'est une synthèse qui a été développée en partie par Sharpless, par Knowles et par Noyori. Tous les trois ont eu en fait le prix Nobel de chimie en 2001 pour cette découverte, et on va voir pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est qu'une époxydation? Une époxydation, c'est le fait d'oxyder une molécule que vous voyez là ici entre les deux petites flèches vertes et violettes, une molécule qui a une double liaison. Cette double liaison, on va l'oxyder pour obtenir tout simplement le petit cycle à 3 chaînons, vous voyez, avec cet oxygène. Lorsque l'on ajoute un oxydant sur cette double liaison, on va obtenir 3 produits. 2 produits issus de l'époxydation, et puis un produit secondaire qui va être un déchet. Alors, ces 2 produits, ils ont comme caractéristique d'être des énantiomères. On va obtenir un mélange racémique de ces 2 époxydes, ou oxyranes. Ces 2 oxyranes, donc, vont être des énantiomères et donc vont être contenus dans un mélange 50-50. Le problème, c'est qu'en industrie pharmaceutique, très souvent, vous allez être intéressé par un seul des 2 produits, comme on l'a vu tout à l'heure avec le thalidomide. Donc aucun intérêt pour vous d'avoir l'énantiomère. Si vous avez une seule des 2 molécules énantiomères qui vous intéressent, vous baissez forcément votre rendement à 50% de votre réaction. Et si en plus vous rajoutez le déchet que vous formez, le produit secondaire, vous avez une utilisation atomique qui va être inférieure à 50%, ce qui ne va pas être intéressant. Sharpless, Knowles et Noyori ont démontré qu'avec un catalyseur, un composé métallique à base de titane, il était possible d'obtenir un seul des 2 énantiomères de façon sélective et donc d'augmenter le rendement de 50 à 100%, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc un principe de la chimie verte qui est beaucoup plus respecté. Autre exemple, le cas de l'ibuprofène. L'ibuprofène, au départ, il est synthétisé dans les années 60 par le procédé Boost. Alors, pour synthétiser cet ibuprofène, il vous faut au minimum 6 étapes pour générer des quantités très importantes de déchets. Et donc la production annuelle de 13 000 tonnes d'ibuprofène, elle génère environ 20 000 tonnes de déchets, ce qui est très très compliqué. Dans les années 90, une autre société, la société BHC, a développé un nouveau procédé catalytique en 3 étapes qui a permis, forcément avec beaucoup moins d'étapes, d'avoir une utilisation atomique bien plus élevée de seulement de 77%. Donc un vrai intérêt environnemental. Ces sous-produits, ils sont par ailleurs récupérés lors du procédé, c'est-à-dire que lorsque l'on produit par exemple un déchet comme de l'acide acétique, en fin de synthèse, il est récupéré pour être utilisé dans un autre service, dans un autre laboratoire, pour produire par exemple une autre molécule. Et donc on peut considérer que les déchets que l'on produit avec ces 3 étapes en fait, sont réutilisés, donc ne sont pas des déchets. Et donc cette fois-ci on passe à une utilisation atomique de 99%. Autre principe, le numéro 3 et le numéro 7, les réactifs verts. Alors qu'est-ce qu'un réactif vert? Un réactif vert, on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Cela peut concerner l'utilisation d'un solvant que l'on dit vert, mais cela peut concerner aussi un produit de départ que l'on dit vert. Alors, vert, c'est un petit peu le mot magique pour faire passer la synthèse de nouveaux produits intéressants, mais un petit peu pour n'importe quelle raison. Alors qu'est-ce que c'est en fait un réactif vert? Un réactif vert, ça peut être un réactif qui peut être biosourcé, qui peut être vert tout simplement parce qu'il est beaucoup moins toxique que l'analogue qu'on essaye de remplacer. Ça peut être aussi un produit qui est beaucoup plus facile à synthétiser, ou qui peut être synthétisé à partir de bioressources. Et puis enfin, c'est un réactif qui ne pose pas de problème de sécurité autre que la toxicologie. Ça peut être par exemple l'inflammabilité d'un produit ou bien sa faculté à exploser. Alors, un petit exemple ici, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'un réactif vert.
La décaféination, donc le fait de produire du café sans caféine, est basée en fait sur l'extraction de la caféine des grains de café à partir de différents solvants. Alors, l'histoire de la décaféination, elle nous parle surtout de l'utilisation de différentes méthodes. Alors la décaféination, on peut l'effectuer de différentes manières. On peut utiliser soit des solvants organiques, que vous connaissez, comme par exemple l'acétate d'éthyle, le chloroforme ou le dichlorométhane. On peut également utiliser de l'eau à très haute température, ou bien un réactif vert, le CO2 supercritique. Alors qu'est-ce que c'est que le CO2 supercritique ? Eh bien, c'est tout simplement du CO2, donc le gaz, que l'on va compresser avec une très forte pression et une température précise pour passer d'un CO2 qui est gazeux à un CO2 qui est liquide. Ce CO2, une fois qu'il est liquide, on va l'utiliser en tant que solvant. On va donc ainsi, dans le procédé que vous voyez à droite, faire passer ce CO2 liquide dans nos grains de café. On va s'en servir comme solvant, cela va permettre d'extraire la caféine de nos grains de café. Et ensuite, lorsque l'on revient à pression atmosphérique, eh bien le CO2 va redevenir gazeux et on va pouvoir ainsi séparer nos grains de café de nos molécules de caféine. Donc un procédé qui est très intéressant. Le CO2 n'est pas toxique, il est très facile dans le procédé de le recycler, donc on ne va pas avoir de déchets. Alors que si on compare avec des solvants organiques comme par exemple le dichlorométhane ou le chloroforme, on a des solvants qui sont toxiques, qui peuvent du coup laisser des traces dans votre caféine ou dans votre grain de café et donc provoquer des maladies pour les personnes qui boivent beaucoup de café décaféiné.